Là, tout de suite, je suis assis à un dîner de famille en train de regarder ma future ex-femme essayer d'expliquer à ses parents pourquoi leur fille a été testée positive à la chlamydia. Honnêtement, je n'arrive pas à croire que c'est ma vie. Mais laissez-moi rembobiner un peu parce que toute cette histoire est dingue. Je m'appelle Julien. J'ai 34 ans, je suis marié à Chloé depuis environ 6 ans, et on est ensemble depuis 9 ans au total. Je pensais vraiment qu'on avait tout pour être heureux. On n'était pas parfait, bien sûr, mais on était solide. Ou du moins, je le croyais. Avec le recul, tout me semble faux maintenant. Mais je m'emballe. Tout a commencé il y a peut-être 3 ou 4 semaines. La notion du temps est un peu floue en ce moment. Bref, Chloé rentre de son bilan de santé annuel et elle a l'air un peu nerveuse. Pas effrayée, juste mal à l'aise. Elle m'assoit et me dit que son médecin généraliste nous a recommandé de faire un dépistage des IST, infections sexuellement transmissibles, juste comme une procédure de routine. Elle a dit que c'était super décontracté, genre, ah, au fait, vous devriez faire ça tous les deux. Juste par sécurité, le médecin aurait dit, c'est une bonne pratique pour tous les couples. Et ok, j'avoue que ma première réaction a été du genre, c'est quoi ce bordel? Ça fait 9 ans qu'on est ensemble. On est mariés. On n'utilise pas de préservatif parce qu'elle a un stérilet, alors pourquoi on aurait besoin d'un test IST? Mais elle s'est tout de suite mise sur la défensive quand j'ai posé la question et m'a sorti, ce n'est pas une question de confiance, Julien. C'est une question de responsabilité. Son médecin lui aurait apparemment dit que beaucoup de couples ont des trucs sans même le savoir, que certaines choses peuvent rester dormantes pendant des années. C'était présenté comme une démarche de santé intelligente, ce qui, honnêtement, semblait raisonnable quand elle l'expliquait comme ça. Je me suis même senti un peu bête d'avoir douté, genre, désolé de ne pas être assez mature sur la santé sexuelle. Alors j'ai dit, d'accord, allons nous faire tester. Pas de souci. Elle a semblé vraiment soulagée quand j'ai accepté. Mais voilà le truc, et je me sens comme un idiot en disant ça maintenant, mais j'ai grandi dans une maison où mon père trompait ma mère constamment. Ça l'a détruite. J'ai vu tout ça se dérouler quand j'étais ado et je me suis juré que je ne serais jamais ce type-là et que je n'épouserais jamais quelqu'un qui me ferait ça. Donc, j'ai toujours eu ce truc avec la confiance. J'ai choisi Chloé en partie parce qu'elle semblait si droite et honnête. Elle travaille au RH pour une compagnie d'assurance. C'est quelqu'un de très carré, qui suit toujours les règles. Je pensais que ça voulait dire qu'elle était fiable. Je pensais avoir choisi quelqu'un à l'opposé du désastre de mon père. Donc quand elle a demandé les tests IST, j'ai senti cette vieille panique familière monter pendant une demi-seconde. Mais je l'ai refoulée parce que je devenais parano, non? C'était mes traumatismes qui parlaient. Chloé n'était pas comme ça. Elle demandait qu'on se fasse tester tous les deux. Ce n'est pas ce que fait un tricheur. Un tricheur cache les choses. J'ai pris rendez-vous au labo pour le vendredi. Elle a dit qu'elle allait programmer le sien aussi. J'y suis allé, j'ai fait la prise de sang et les prélèvements. Je me sentais super mal à l'aise. Franchement, l'infirmière n'arrêtait pas de me lancer des regards comme si elle avait pitié de moi, c'était bizarre. Peut-être qu'elle pensait que je me faisais tester parce que j'avais trompé ma femme. Je ne sais pas. C'était nul. J'ai reçu mes résultats environ 4 jours plus tard, peut-être 5. Tout était négatif. Rien à signaler, nickel, ce que je savais déjà, mais ça faisait quand même du bien de le voir écrit noir sur blanc. J'ai envoyé un SMS à Chloé avec la bonne nouvelle, et elle a répondu juste avec un emoji pouce en l'air. Même pas un c'est super chéri ou moi aussi, juste un pouce. Je lui ai demandé quand elle allait faire son test et elle a dit qu'elle l'avait déjà fait et qu'elle attendait les résultats. Elle a dit que ça prenait plus de temps quand on passait par son médecin traitant au lieu d'aller directement au labo, ce qui me semblait bizarre, mais bon. Je n'y ai pas trop pensé. Ce week-end-là, nous sommes allés dîner chez ses parents. C'est important pour la suite. Ses parents s'appellent Sylvie et Philippe. Ils habitent à 20 minutes de chez nous, et on dîne là-bas probablement 2 fois par mois. Ce sont des gens gentils, mais ils pensent clairement que Chloé est la 8e merveille du monde. C'est la petite dernière, l'enfant roi par excellence. Son grand frère, Antoine, a déménagé à Montréal il y a des années, donc c'est elle qui est restée dans le coin et proche d'eux. Philippe a des problèmes de santé. Il a fait une crise cardiaque il y a 2 ans, et Chloé s'implique énormément dans ses soins, l'emmène à ses rendez-vous, vérifie qu'il prend ses médicaments, ce genre de choses.
C'est vraiment touchant. Ses parents l'adorent pour ça, et ils m'aiment bien, mais je suis clairement secondaire par rapport à leur fille parfaite. Donc, on est à table et tout semble normal. Sylvie a fait un rôti de bœuf. On parle du dernier rendez-vous cardiologique de Philippe. Chloé est aux petits soins avec son père, posant plein de questions sur les dosages de ses médicaments. Elle est assise juste à côté de lui tenant la main à un moment donné. Une scène de famille très saine. Son téléphone est posé sur la table à côté de son assiette. Elle se lève pour aider sa mère à apporter le dessert. Je suis toujours assis là avec Philippe. Et puis son téléphone commence à vibrer. L'écran s'allume et je jette un coup d'œil, ça affiche secrétariat docteur Laurent. Je n'y pense pas vraiment. Je prends juste le téléphone pour lui donner quand elle reviendra. Mais elle est dans la cuisine et je tiens ce téléphone qui vibre et Philippe me raconte une histoire sur son cardiologue. L'appel part sur la messagerie. Puis, 30 secondes plus tard, ça vibre encore. Même numéro. Cabinet du docteur Laurent. Et c'est là que j'ai peut-être fait un choix que je n'aurais pas dû faire, mais je suis content de l'avoir fait. J'ai répondu. Je sais que c'est mal. Je sais qu'on n'est pas censé répondre au téléphone des autres, mais mon instinct m'a juste dit, réponds. J'ai dit, allô? Et la secrétaire au bout du fil dit, oh, bonjour Chloé. Nous avons les résultats de votre bilan. Et je me dis, ok, je vais juste lui dire qu'ils ont appelé pour les résultats. Pas de souci. Mais la secrétaire continue de parler. Elle dit, je suis désolée de vous informer que vous avez été testée positive à la chlamydia. Nous envoyons une ordonnance d'azithromycine à votre pharmacie, et vous devrez prévenir vos partenaires sexuels récents pour qu'ils puissent être traités également. J'ai littéralement senti tout mon corps se refroidir, comme si j'avais des frissons. Je n'ai pas pu parler pendant une seconde. La secrétaire parlait encore, disant quelque chose sur un nouveau test dans 3 mois, et j'ai juste dit sans vraiment réfléchir, pouvez-vous répéter ça? Elle le répète. Votre test est revenu positif à la chlamydia. Philippe est toujours assis en face de moi, parlant de sa tension artérielle ou je ne sais quoi. Il ne remarque pas que quelque chose ne va pas, et Chloé et Sylvie sont toujours dans la cuisine. Je les entends discuter pour savoir si elles servent de la glace avec la tarte. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je l'ai fait. J'ai appuyé sur le bouton haut-parleur du téléphone et j'ai dit assez fort pour que Philippe entende, mais pas trop pour que ce soit évident que j'essaie d'être entendu. J'ai dit, excusez-moi. Pouvez-vous confirmer pour qui vous appelez? La secrétaire dit, c'est pour la patiente Chloé Martin concernant ses résultats de dépistage de santé sexuelle de la semaine dernière. J'ai dit, et vous avez dit que ces résultats étaient. La secrétaire, la pauvre, a l'air un peu confuse maintenant, mais elle dit, elle a été testée positive à la chlamydia. Nous avons besoin qu'elle vienne pour discuter du traitement et de la notification des partenaires. À ce moment-là, Chloé revient dans la salle à manger avec une tarte aux myrtilles. Elle me voit avec son téléphone. Elle voit qu'il est sur haut-parleur et elle voit son père la fixer. La secrétaire parle encore sur le haut-parleur. Elle dit quelque chose sur l'importance de s'abstenir de toute activité sexuelle pendant le traitement. Chloé laisse tomber la tarte. Elle la lâche complètement. Elle s'écrase par terre et la garniture aux myrtilles éclabousse partout, mais personne ne bouge. Sa mère arrive en courant de la cuisine genre, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis elle entend la secrétaire qui parle toujours sur le haut-parleur. J'ai finalement dit à la secrétaire, merci de votre appel. Elle devra vous rappeler. Et j'ai raccroché. Le silence dans cette pièce était peut-être la chose la plus bruyante que j'ai jamais vécue. Philippe fixe juste sa fille. Sylvie est là, les mains plaquées sur sa bouche. Chloé est debout dans une mare de tarte, me regardant comme si je venais d'assassiner toute sa famille. Et puis elle lance, Julien, qu'est-ce que tu viens de faire, putain? Ce qui est une réponse vraiment intéressante, non. Pas de je peux expliquer ou c'est une erreur, ni même des pleurs, juste de la colère. Une colère immédiate contre moi. Je me suis levé. Je crois que mes mains tremblaient. J'ai dit, j'ai répondu à ton téléphone parce qu'ils ont appelé 2 fois et j'allais te le passer, mais ils m'ont dit que tu avais la chlamydia. Sylvie émet un petit halètement. Philippe n'a toujours rien dit. Il regarde juste Chloé avec cet air comme s'il ne la reconnaissait pas. Chloé dit, tu n'avais aucun droit de répondre à mon téléphone. Et tu n'avais certainement aucun droit de mettre le haut-parleur. C'est un dossier médical privé. Et j'ai littéralement ri.
J'ai vraiment ri. J'ai dit, tu parles sérieusement de confidentialité téléphonique là, tout de suite? Tu as une IST. J'ai été testé négatif il y a 4 jours. Alors, où est-ce que tu l'as chopé, Chloé? Elle a commencé à pleurer. Les vannes se sont ouvertes d'un coup. Elle a regardé son père et a dit, Papa, je peux expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais Philippe a juste levé la main. Il a dit, très calmement, je pense que tu devrais nous laisser seuls, ta mère et moi, avec Julien 1 minute. Chloé a eu l'air d'avoir reçu une gifle. Elle a commencé à argumenter, mais Philippe l'a redit, plus fermement cette fois, sors. Elle m'a regardé comme si tout était de ma faute et elle a couru vers la salle de bain. On pouvait l'entendre sangloter là-dedans. Sylvie s'est assise à la table. Elle avait l'air d'avoir pris 10 ans en 10 minutes. Elle a dit, Julien, je suis tellement désolée. Ce qui était tellement bizarre à entendre. Philippe a hoché la tête. Il a dit, si elle t'a transmis quelque chose. Je l'ai interrompu et j'ai dit, j'ai été testé négatif. Je me suis fait tester la semaine dernière à sa demande, en fait, ce qui est probablement la seule raison pour laquelle je suis négatif, parce que clairement, si on avait attendu plus longtemps, je l'aurais attrapé. Et là, ça a fait tilt pour moi et Philippe en même temps. Je l'ai vu sur son visage. Elle m'a demandé de me faire tester. Elle prévoyait le coup. Elle allait recevoir ses résultats et s'ils étaient positifs, elle allait me dire que je devais lui avoir transmis parce que je n'aurais pas encore eu mes résultats. Ou peut-être qu'elle allait dire, on l'a tous les deux attrapé sur des toilettes publiques ou un truc du genre. Je ne sais pas. Mais elle montait un coup. Philippe a dit un mot que je ne l'ai jamais entendu dire avant. Juste un mot, très bas. Et Sylvie ne lui a même pas dit de surveiller son langage, ce qu'elle fait toujours. Je me suis rassis parce que mes jambes flageolaient. J'ai dit, ça veut dire qu'elle a été avec quelqu'un d'autre. Sylvie pleurait maintenant aussi. Elle a dit, sais-tu qui? Je ne savais pas. Pas à ce moment-là en tout cas. Mais j'allais le découvrir parce qu'à cet instant précis, le téléphone de Chloé a vibré à nouveau sur la table. Cette fois, c'était un SMS de quelqu'un nommé Maxime dans ses contacts. L'aperçu sur l'écran verrouillé disait, tu lui as dit? On ne peut pas continuer comme ça. J'ai pris son téléphone. Je connaissais son code parce qu'on a toujours partagé nos codes. Un de ces trucs de couple où on partage tout. Je l'ai déverrouillé. Philippe a dit, Julien, peut-être que tu ne devrais pas. Mais j'étais déjà en train d'ouvrir les messages et j'aurais aimé ne pas le faire. Ou peut-être que je suis content de l'avoir fait. Je ne sais pas. Les messages remontaient à des mois, depuis février, et on était en octobre. 8 mois de messages. Maxime était mon meilleur ami de fac. Il était à notre mariage. Il est venu dîner chez nous probablement 50 fois. Il habite à 4 rues de chez nous. Les messages étaient explicites, vraiment explicites, des trucs que je ne vais pas répéter ici, mais c'était clair qu'ils couchaient ensemble régulièrement. Chez lui quand j'étais au travail, chez nous quand j'étais en déplacement pro, dans notre lit. Il y avait toute une conversation d'il y a 3 semaines où Maxime s'inquiétait d'avoir attrapé quelque chose d'une autre fille avec qui il couchait. Juste comme ça, décontracté, au fait, j'ai couché avec cette meuf de la salle de sport et maintenant j'ai des symptômes. Tu devrais te faire examiner. Voilà pourquoi elle voulait qu'on se fasse tester tous les deux. Elle savait déjà qu'elle avait peut-être quelque chose. Elle l'a attrapé de Maxime, qui l'a attrapé de quelqu'un d'autre. Et elle voulait que je me fasse tester pour savoir quelle stratégie adopter. J'ai montré le téléphone à Philippe et Sylvie. Je sais que c'était probablement mal, mais j'avais largement dépassé le stade de me soucier de la vie privée. Sylvie a lu peut-être 3 messages, puis elle a mis son visage dans ses mains et a commencé à sangloter. Philippe en a lu plus. Sa mâchoire était si serrée que je pensais qu'il allait se casser les dents. Il m'a finalement rendu le téléphone et a dit, « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Ce qui m'a déstabilisé, honnêtement. Je m'attendais à ce qu'il lui trouve des excuses, qu'il dise que je devais mal comprendre ou que Maxime mentait. Mais Philippe avait juste l'air dégoûté, déçu d'une manière que je n'avais jamais vue. J'ai dit que je ne savais pas. Je n'avais pas encore réfléchi aussi loin. Tout ça s'était passé en l'espace de 15 minutes. Chloé est sortie de la salle de bain. Son visage était tout rouge et bouffi. Elle m'a vu tenir son téléphone, elle a couru et a essayé de me l'arracher, mais je l'ai tenu hors de portée.
Elle me criait dessus, disant que je n'avais aucun droit, que c'était sa propriété, que je violais ses limites. Elle utilisait tout ce langage de thérapie qui, honnêtement, me mettait encore plus en colère, comme si elle essayait de retourner la situation pour faire de moi le méchant parce que j'avais découvert sa liaison. J'ai dit, Maxime, sérieusement? Mon meilleur ami Maxime. Elle s'est figée en essayant d'attraper le téléphone. Son visage est devenu blanc. Philippe a dit, Chloé-Marie, assieds-toi. Elle s'est assise. Elle s'est littéralement assise par terre, au milieu de la tarte renversée. Elle a ramené ses genoux contre sa poitrine et a commencé à se balancer. J'étais toujours debout avec son téléphone et j'ai vu un autre texto de Maxime arriver. Celui-là disait, « Pourquoi tu réponds pas? Est-ce que ça va ?» J'ai répondu avec son téléphone. J'ai écrit, « C'est Julien. » Non, ça ne va pas. Ne contacte plus jamais ma femme. Ensuite, j'ai bloqué son numéro et j'ai commencé à fouiller dans ses autres messages. Il y avait des textos à sa collègue Manon où Chloé se plaignait de moi, disant que j'étais ennuyeux au lit, que je ne gagnais pas assez d'argent, qu'elle se sentait piégée dans le mariage mais ne pouvait pas partir à cause d'une histoire de prêt que je ne comprenais pas encore. Il y avait des textos à une certaine Alice, dont je n'avais jamais entendu parler, où Chloé racontait qu'elle et Maxime pensaient emménager ensemble une fois qu'elle aurait trouvé comment me quitter sans perdre d'argent dans le divorce. Philippe et Sylvie pleuraient tous les deux maintenant. Chloé était toujours par terre à se balancer et à pleurer, et moi je me sentais juste engourdi, complètement vide. J'ai dit à Chloé, « Depuis combien de temps tu prévois de me quitter ?» Elle n'a pas répondu tout de suite, puis elle a dit tout bas, « Je ne veux pas te quitter. Je t'aime. » Maxime c'est juste. C'est juste physique. Ça ne veut rien dire. Sylvie a littéralement émis un son de dégoût. Elle s'est levée et a quitté la pièce. Je l'ai entendu monter à l'étage. Philippe a dit à Chloé, « Tu as fait entrer ce garçon chez nous. Tu t'es assise à notre table, tu m'as tenu la main et tu as fait comme si tout allait bien pendant que tu lui faisais ça. Pendant que tu faisais ça à ton mariage. » Chloé a essayé de dire quelque chose, mais Philippe a levé la main de nouveau. Il a dit, « Tu as mis sa santé en danger. Tu lui as menti. Tu l'as manipulé pour qu'il se fasse tester afin de couvrir tes traces. » Et pourquoi? Pour Maxime. La façon dont il a prononcé le nom de Maxime avec tant de mépris, c'était clair qu'il connaissait Maxime aussi. Maxime traînait avec nous depuis des années. Il faisait presque partie de la famille. Je me suis rassis à la table. Je tenais toujours son téléphone. J'ai dit, le prêt. Quel prêt? Chloé a reniflé et s'est essuyé le nez avec la main. Elle a dit, quand ton père est mort l'année dernière. Mon père est mort subitement d'une crise cardiaque en novembre. Il m'a laissé environ 80 000 €, ce qui était un choc parce qu'on n'était pas très proche après le divorce de mes parents. J'en ai utilisé 60 000 comme apport pour notre maison au printemps dernier. La maison dans laquelle on a emménagé en mai. On avait été locataire pendant tout notre mariage et on avait enfin acheté. J'ai dit, et alors? Elle a dit, très doucement, je suis co-empruntrice. J'ai dit, ouais, on est mariés. Évidemment que tu es co-empruntrice. Elle pleurait plus fort maintenant. Elle a dit, si on divorce et que tu m'obliges à vendre la maison, je perdrai tout l'argent que j'ai mis dedans. J'ai dit, quel argent? J'ai mis les 60 000 €. Tu n'as rien mis. Elle m'a enfin regardé. Son mascara coulait sur son visage. Elle a dit, il fallait 20% d'apport. C'était 280 000 € au total. 20%, c'est 56 000 €. Tu n'as mis que 60 000 €. J'ai complété avec 15 000 € de mes économies pour les frais de notaire. J'ai eu envie de vomir. J'ai dit, donc, tu restais avec moi pour 15 000 €. Elle n'a pas répondu. Philippe a dit, bon sang, Chloé. Et là, j'ai compris. Tout s'est mis en place. Elle voulait attendre que la maison prenne de la valeur, peut-être 1 an ou 2, puis divorcer et forcer la vente. Elle récupérerait ses 15 000 € plus la moitié de la plus-value qu'on aurait construite. Mais si elle divorçait maintenant, 6 mois après l'achat, elle perdrait probablement de l'argent après les frais d'agence, les frais de notaire et tout le reste. Donc, elle jouait la montre, couchait avec Maxime, planifiait une vie avec Maxime, mais restait avec moi pour la sécurité financière. L'IST était un grain de sable dans ses plans. Elle devait savoir si elle me l'avait transmise. Si oui,
Elle pouvait dire qu'on l'avait tous les deux attrapé je ne sais où et jouer l'innocente. Sinon, elle pouvait se faire traiter discrètement et je n'en aurais jamais rien su. C'est pour ça qu'elle voulait qu'on se fasse tester tous les deux en même temps avant qu'on recouche ensemble. J'ai dit tout ça à voix haute. Chloé n'a rien nié. Le visage de Philippe était écarlate. J'ai cru qu'il allait faire une autre crise cardiaque. Honnêtement, je me suis levé. J'ai dit, je m'en vais. Chloé s'est relevée précipitamment. Elle a dit, Julien, s'il te plaît. On peut arranger ça. J'ai fait une erreur. Je vais rompre avec Maxime. On peut aller voir un conseiller conjugal. J'ai dit, tu m'as refilé une IST, ou tu as essayé. Tu es au propre uniquement parce que j'ai répondu à ton téléphone avant que tu puisses me prévenir. Elle a dit, mais tu ne l'as pas. Tu as dit que tu étais négatif. Comme si ça arrangeait les choses. Comme si le fait que j'ai eu de la chance et que j'ai fait le test avant qu'elle ne m'infecte l'absolvait de quelque façon. J'ai dit, c'est fini, Chloé. Philippe a dit, tu peux rester ici ce soir si tu as besoin, Julien. Ce qui était incroyablement gentil et aussi très tordu parce que sa fille était juste là. Mais j'ai secoué la tête. J'ai dit que j'allais à l'hôtel. J'avais besoin de réfléchir. Chloé m'a suivi jusqu'à la porte. Elle me suppliait de ne pas partir, disant qu'elle ferait n'importe quoi, promettant qu'elle ne reverrait plus jamais Maxime. Philippe a dû la retenir physiquement pour que je puisse sortir. Je suis resté assis dans ma voiture dans leur allée pendant peut-être 20 minutes, essayant juste de tout assimiler. Mon téléphone a commencé à exploser de messages de Chloé depuis son téléphone qui était resté à l'intérieur, ce qui voulait dire qu'elle l'avait récupéré. Les textos partaient dans tous les sens. Certains étaient des excuses. D'autres étaient en colère, disant que je l'avais humilié devant ses parents. D'autres me suppliaient de revenir pour qu'on puisse parler. Puis j'ai reçu un texto de Maxime d'un numéro différent puisque j'avais bloqué l'autre. Ça disait, Chloé vient de m'appeler en pleurant. Qu'est-ce que tu lui as fait, bordel? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je n'ai pas répondu. J'ai conduit jusqu'à un Ibis et j'ai pris une chambre pour la nuit. Ensuite, j'ai appelé mon frère, Antoine, l'autre Antoine, pas le frère de Chloé, juste une coïncidence de prénom. Mon frère habite au Canada, donc il y avait le décalage horaire, mais il a répondu tout de suite. Je lui ai tout raconté. Le test IST, l'appel du médecin, le dîner, les textos, Maxime, tout. Il est resté silencieux un long moment, et puis il a dit, je ne l'ai jamais aimé, ce qui n'était pas utile, mais d'un autre côté si, un peu. Il m'a dit de prendre un avocat dès le lundi matin, de tout documenter, de faire des captures d'écran de ses messages, de me protéger financièrement. J'ai dit que je le ferais. On a parlé pendant encore 1 heure de logistique et de décide et tout ça. Ça m'a aidé d'avoir quelqu'un de mon côté qui n'était pas émotionnellement détruit comme Philippe et Sylvie. Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que j'avais genre 40 autres textos de Chloé et un tas d'appels manqués. Je n'ai pas lu les textos. J'ai juste envoyé un message qui disait « Ne me contacte plus sauf par l'intermédiaire d'un avocat ». Et puis j'ai bloqué son numéro. Je n'ai pas pu dormir du tout cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser à quel point j'avais été aveugle, comment elle avait couché avec mon meilleur ami dans notre maison, comment elle m'avait emmené chez ses parents pour dîner toutes les 2 semaines et jouer la fille parfaite, la femme parfaite, tout en menant cette double vie. À 2 heures du matin, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était Sylvie. Elle disait que Philippe avait des douleurs thoraciques et qu'ils étaient aux urgences. Elle pensait que je devrais savoir, mais elle comprenait si je ne voulais pas venir. J'y suis allé, bien sûr. Je me suis habillé et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital et je les ai trouvés en cardiologie. Philippe allait bien. C'était juste une angine de poitrine due au stress, pas une autre crise cardiaque. Mais le voir allongé dans ce lit d'hôpital, branché à des moniteurs à cause de ce que Chloé avait fait, c'était dur. Sylvie m'a serré dans ses bras quand je suis arrivé. Elle s'est excusée probablement 10 fois pour Chloé. Je n'arrêtais pas de lui dire que ce n'était pas sa faute, mais elle était convaincue d'avoir élevé un monstre. Ses mots, pas les miens. Chloé s'est pointée vers 4 heures du matin. Je ne sais pas comment elle a su qu'on était là. Elle a essayé d'entrer dans la chambre de Philippe, mais une infirmière l'a arrêtée parce qu'il avait donné une liste de visiteurs restreinte et qu'elle n'était pas dessus. Elle m'a vu à travers la vitre dans la salle d'attente et a essayé de venir me parler, mais la sécurité l'a escortée dehors. L'expression sur son visage, par contre. Elle avait l'air choquée,
comme si elle ne pouvait pas croire que son propre père ne la laisserait pas entrer. Comme si elle ne pouvait pas croire que j'étais là et pas elle. C'est là que je pense que ça l'a vraiment frappée, qu'elle avait tout détruit. Donc, voici une mise à jour puisque les gens demandaient ce qui s'était passé après. C'était il y a environ 3 mois maintenant. Philippe va bien, il a repris sa routine normale. J'ai demandé le divorce la semaine suivante. Chloé a essayé de se battre au début, voulait une médiation et arranger les choses. Mon avocat a envoyé les captures d'écran de ses textos avec Maxime, et elle a changé de ton très vite. L'histoire de la maison a été compliquée un moment. Elle voulait forcer la vente immédiatement, ce qui nous aurait fait perdre de l'argent à tous les deux. Mais ses parents ont proposé de racheter sa part au prix du marché. Elle a accepté parce qu'elle avait besoin d'argent. Donc maintenant je suis propriétaire de la maison avec Philippe et Sylvie comme investisseurs minoritaires en gros, et je les rembourse mensuellement. Ça marche très bien. Maxime a essayé de me contacter plusieurs fois pour s'expliquer ou s'excuser, je ne sais même pas. Je l'ai bloqué partout. Des amis communs ont essayé de rester neutres jusqu'à ce que je leur montre les captures d'écran. Après ça, la plupart ont arrêté de parler à Chloé et Maxime. Quelques personnes m'ont dit que Maxime a perdu son boulot en fait, parce que quelqu'un a envoyé les messages à son patron et apparemment il avait aussi une liaison avec une collègue. Cette boîte a une politique stricte là-dessus. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés, mais je ne suis pas fâché que quelqu'un l'ait fait. Chloé a emménagé avec Maxime pendant genre 2 mois, mais ils ont apparemment rompu. Choquant qu'une relation bâtie sur la tromperie n'ait pas marché. Aux dernières nouvelles, elle vit en colocation et travaille dans une autre boîte. Manon de son ancien boulot a dit à quelqu'un qui me l'a répété que Chloé a essayé de dire que j'étais violent et que c'est pour ça qu'elle a trompé, mais personne n'a marché. Philippe et Sylvie prennent de mes nouvelles assez régulièrement. Ils m'ont emmené dîner la semaine dernière, d'ailleurs. Sylvie continue de s'excuser même si je lui dis d'arrêter. Elle dit qu'elle repense à toutes les fois où Chloé devait envoyer des textos à Maxime juste là, à table, et qu'elle n'a rien vu. Je m'en sors pas mal. Je pense qu'il y a des jours plus durs que d'autres. J'habite toujours dans la maison. J'ai pensé à vendre, mais honnêtement, j'adore cette maison et je ne vais pas la laisser me gâcher ça aussi. J'ai complètement redécoré la chambre. J'ai changé tous les meubles, la literie, tout. J'ai repeint les murs d'une autre couleur. Ça aide. Le plus bizarre, c'est qu'elle ne me manque pas. Je pensais qu'elle me manquerait, mais non. L'idée d'elle me manque peut-être, la personne que je pensais qu'elle était. Mais une fois que j'ai vu ses messages et réalisé à quel point elle me respectait peu, c'est comme si un interrupteur avait basculé. On ne peut pas aimer quelqu'un qui pense que vous êtes ennuyeux, fauché et un boulet. Bref, c'est à peu près toute l'histoire. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que j'ai mis cet appel du médecin sur haut-parleur au dîner de famille. C'était dingue sur le moment, mais honnêtement, ça m'a sauvé des mois de mensonges, de manipulations et de tentatives de camouflage. Un court moment de chaos et tout le château de cartes s'est effondré.